Bonjour à tous, bonjour à toutes, on vous laisse vous installer. Pour me présenter, Jérôme Bacry, je m'occupe de la partie développement commercial chez Edunao. En quelques mots, Edunao, on est éditeur de plateformes de formation en ligne. Vous allez me dire, ok, comme tous les exposants qui sont dans ce salon, sauf que nous, notre différenciant, c'est qu'on a décidé de remettre l'apprenant au centre du parcours de formation et de pouvoir aider nos clients à rendre leurs apprenants plus autonomes et plus engagés. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Moi je suis Thomas Portier, donc gérant du CAFA Formation. C'est un CFA à Bordeaux, CFA et organisme de formation. On a un peu la double casquette. Donc pour ceux qui ne savent pas, CFA, Centre de formation des apprentis, et OF, organisme de formation. Dans le cadre de notre partenariat avec Edunao, nous recherchions à l'époque une solution digitale, comment utiliser différents supports, que les apprenants puissent travailler à distance, puissent utiliser des ressources qui sont en cours et en même temps de pouvoir travailler depuis chez eux, depuis partout en fait. Et donc voilà, tout simplement, on a recherché, enfin c'est une histoire qui a démarré en 2016, et donc on a recherché ensemble, depuis 2016-2017, voilà, on a recherché ensemble une plateforme digitale qui puisse répondre à ces besoins. Alors, depuis 2017, l'objectif a été de travailler sur, dans un premier temps, la collecte de ressources. Ça a été un travail assez difficile parce que habituellement, vous m'entendez bien là? C'est bon? Parce qu'habituellement, les enseignants, ils ont tendance à aller au plus facile, c'est-à-dire de donner leurs ressources aux apprenants. Et donc, nous avons travaillé dans une première étape qui a été de collecter toutes ces informations-là et d'inciter les apprenants à utiliser la plateforme, puisque le modèle était, pour le coup, à l'époque, un peu nouveau. Est-ce que tu veux compléter ce que je veux dire? Voilà, alors l'année Covid est arrivée et on a, une fois qu'on avait collecté toutes ces données, il s'est passé 4 ans, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été simple, hein. Vous imaginez des modèles existants avec une certaine facilité, avec des professeurs et des élèves en termes de communication, que ce soit mail, vous avez été élève, vous avez une idée un peu des échanges qu'il peut y avoir. L'utilisation de nouvelles plateformes, forcément, ça implique des changements. Alors, pendant 4 ans, ça a été une discipline, il a fallu imposer tout le monde, trouver des astuces, des ruses pour que les apprenants et les enseignants jouent le jeu. Et l'année Covid nous a fait une pause un peu dans tout ça et on s'est dit qu'il fallait utiliser ces données dans le but de créer des parcours hybrides, mixtes. Tu rapproches. Voilà, de créer des parcours hybrides et mixtes auprès de ces apprenants. Donc l'étude de cas en question aujourd'hui, c'était de se dire comment favoriser l'engagement, comment les inciter à utiliser cette plateforme plus régulièrement. Nous, on travaille sur 3 secteurs d'activité, l'industrie hôtelière, la partie vin et spiritueux, et la 3e partie, c'est le commerce et la grande distribution. Notre premier outil dans lequel on s'est servi d'Edunao, c'était pour la partie commerce et distribution, qui nous semblait à l'époque une formation commerciale, qui nous semblait à l'époque le plus simple. Et donc, on a converti ça, c'était pour nos apprentis de l'époque, qui devaient travailler en salle de cours, avec un face-à-face pédagogique avec un enseignant, et d'une autre partie, un travail personnel sur un avancement avec un parcours de formation. Alors les élèves, ils ont entre 18 et 26 ans et ils ont, sur ce programme-là, ils ont souvent un niveau bac, voire infra-bac. Donc le niveau était assez faible, il a fallu les éduquer dans ce sens à utiliser cette plateforme et à utiliser ces ressources. Voilà, alors comment motiver ces apprenants à suivre la plateforme et à être un petit peu cadré. On est parti du principe que les élèves c'était un peu comme l'eau, ça allait toujours au plus facile, ça allait toujours pense savoir, c'est un peu le cas de l'enseignement, on pense que
on veut savoir courir avant d'apprendre à marcher, ou on veut apprendre à parler anglais avant, tout de suite, sans, voilà. Donc il y a la notion de temps qui est un peu incompressible pour apprendre des choses. Et donc l'idée, ça a été de retenir ces élèves. Et donc on a créé un parcours avec la première ressource dont je vous parlais au départ, qui était de la collecte, et de se dire, on va leur demander des activités. Et ces activités, pour passer d'une activité à une autre, pour passer d'une information à une autre, l'objectif c'était de les bloquer, et de les bloquer, pas de les frustrer non plus. Donc il fallait trouver l'équilibre entre le pourcentage de réussite et d'échec. Voilà, dans l'idée, parce qu'il y a la contrainte de temps, il fallait qu'ils avancent dans leur parcours. Donc comment on a fait ça? D'une part en les motivant, en les incitant régulièrement, en les récompensant, et puis voilà. Alors, avec le temps, on a développé ces formations-là. On a eu d'autres types d'apprenants. On a eu des apprenants un peu plus âgés, avec une envie passion. Et donc là, les parties vin et spiritueux, forcément, ça peut peut-être parler à des gens dans la salle. Les formations en vin, vous dites le e-learning, comment faire une formation en vin, e-learning, et les dégustations, etc. Mais il y a tout un parcours, avant d'apprendre à savoir déguster, il y a tout un parcours de connaissances pures qui sont du bachotage pur et dur. Et donc, il faut structurer tout ça. Alors là, les apprenants sont un petit peu plus âgés. Ils ont à peu près entre 30 et 60 ans. Hein, c'est pas le même type de public. Et donc là, on est sur d'autres façons de présenter les choses, mais fondamentalement, notre schéma, il est resté identique, qui est de se dire, les gens pensent savoir, et donc il faut les structurer, il faut cadrer un peu tout ça. Voilà, des badges, des certificats, des avancements pédagogiques. Voilà, on a créé un parcours dans cet esprit-là. Alors, on a fait un retour, ça fait maintenant depuis 3 ans, 2020, qu'on utilise cette plateforme de cette manière-là. Et on s'aperçoit que les élèves, globalement, sont assez satisfaits, puisqu'il n'y a pas d'enseignant en face à face. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine autonomie, une certaine flexibilité. Les gens peuvent faire ça depuis chez eux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, ça, c'est des formats qui plaisent et qui sont assez pratiques. Voilà. Donc, globalement, les élèves sont plutôt satisfaits de cette méthode. Et en l'occurrence, étant donné que c'est un avancement et une formation qui se valide au fur et à mesure, une sorte de contrôle continu, mathématiquement, quand ils arrivent à la fin du parcours, ils réussissent leur formation. Alors après, nous, notre objectif était de savoir quels sont les éléments qu'ils ont le plus apprécié, le moins apprécié, ce qui nous permet, nous, de nous remettre à jour et d'évoluer un petit peu sur le contenu même, qui est le métier, et surtout la connaissance, qu'elle soit la plus juste possible. C'est ça tout le travail. Quelle est la durée de cette formation et quel diplôme? Alors, nous, le CAFA Formation, on a un diplôme qui s'appelle conseiller en sommellerie. C'est un titre professionnel qui se décompose en plusieurs blocs de compétences. Chaque bloc de compétences peuvent se valider de manière individuelle ou globale. Et donc, pour des parcours hybrides, que ce soit qui sont donc à l'école et qui utilisent cette plateforme, là, ils valident l'intégralité des blocs, donc les 5 blocs de compétences via une épreuve à la fin. Donc ça, c'est des parcours qui durent à peu près 1 an et demi. Ça dépend de la capacité de l'apprenant. Et la deuxième partie 100% digitale, là, ce sont 1 à 2 blocs de compétences. Et ça dure en moyenne à peu près 3 mois et demi de formation, 100% autonome, 100% e-learning. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur la satisfaction des utilisateurs qu'on voit là à l'écran? Alors, voilà, à la fin, on s'était dit, surtout notre objectif, c'était autant les apprenants à l'école, on peut connaître leur taux de satisfaction, leur réussite, et puis ils sont venus pour un objectif bien précis qui est d'obtenir leur diplôme, leur métier pour après travailler. Donc notre sujet était plutôt de se dire, ceux qui sont à distance, nous ne les connaissions pas ou peu, et donc on a mis en place via une fonctionnalité d'Edunao qui est le sondage, assez classique, hein, une enquête de satisfaction un peu pour savoir quel était le feedback des apprenants. Et globalement, on s'aperçoit que c'est un format qui plaît. Voilà, ils sont assez satisfaits. On leur a posé des questions sur la qualité,
sur les supports utilisés, sur la plateforme aussi Edunao. Peut-être que peut-être que ça aussi ça peut évoluer ou à changer. En l'occurrence, pour l'instant, tout le monde est satisfait, donc voilà, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait aussi pour arriver à ces niveaux de satisfaction, que ce soit sur les contenus ou sur la mise en avant de ces différents contenus. Et donc ça, c'est un travail qui peut être mesuré là. Après, ça fait quoi, 3 ans? Là, oui, ça fait 3 ans, effectivement. Oui, comme je vous le disais au préambule, depuis 2016-2017, on réfléchit à cette plateforme. On a mis 4 ans à travailler sur collecter les données. Et ça, en fait, c'est incompressible. Il faut du temps, il faut que les cycles tournent, les cycles de formation soient rodés pour avoir une plateforme qui est utilisable. On pense toujours à se dire, ben voilà, moi j'ai un besoin ou j'ai une offre, j'ai un besoin j'ai des demandes d'apprenants qui veulent le faire de cette manière, et en face j'ai le contenu mais j'ai pas le support. Mais transformer le contenu en support, il y a un vrai timing, il y a un vrai travail de fond à faire. J'en discutais encore avec Edunao, enfin avec les personnes d'Edunao avant cette conférence. Ça ne peut pas se faire dans l'immédiat. C'est une vraie stratégie au départ où on se dit, ok, posons-nous, investissons en temps et en humain, et en fait, c'est à partir de là, on peut créer des choses. Mais il se passe énormément de temps. Nous, on se projetait. Notre angoisse à nous, elle était de se dire, on cherchait une plateforme qui soit évolutive, qui stagne pas, qui n'est pas amenée à disparaître, puisque c'est de l'open source, si je me trompe pas. Et donc voilà, l'idée c'était de se dire, ben tout le temps et l'investissement qu'on a là maintenant, que dans 10 ans, 20 ans, on puisse encore l'exploiter. On a eu le cas de certains confrères qui eux ont investi du temps et de l'argent dans des plateformes qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui, et ils ont perdu tout le temps, tout ce qu'ils ont mis en place. Effectivement, l'intérêt de partir sur un open source comme Moodle pour construire sa plateforme de formation, c'est bénéficier en fait de toute la force de la communauté, parce qu'il y a des centaines de développeurs qui travaillent et qui développent des plugins, de toute l'expertise que va pouvoir amener Edunao aussi par rapport aux besoins propres de ses clients et de ce qu'on peut voir sur le marché. Et il y a plus de 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. Donc c'est un outil qui a 20 ans, qui vit énormément et qui propose de nouvelles fonctionnalités chaque année. Donc ça, c'est une base solide et qui permet aussi de conserver tout le travail qui a été fait sur le contenu pédagogique. Ce n'est pas quelque chose dans un format propriétaire que vous ne pouvez pas récupérer dans un deuxième temps. C'est vraiment votre propriété. Voilà, donc en fait, même sur Edunao, le schéma était assez simple. Il y avait 2 grandes familles. Il y a dans un premier temps les ressources, ce que l'on met, que l'on dépose, qui est exploitable comme traditionnellement dans les universités, dans les écoles. On peut utiliser, voilà, on dépose tout simplement. Et après, il y a la deuxième partie qui est l'interaction. Et c'est cette deuxième partie d'interaction qui permet la mise en place de parcours de formation. Et cette partie interaction, du coup, c'est ce qui est le plus compliqué à mettre, c'est ce qui est le plus long. Et donc voilà, c'était ça le vrai challenge avec Edunao. Et demain, oui, c'est la grande question. Demain, il y a de nouveaux produits de formation qui sont à créer. Actuellement, on est en train de traduire dans plusieurs langues tout ça. Ça prend du temps aussi également. On a pour projet de développer, pareil, d'autres offres de formation, cours, toujours en gardant à l'esprit de se dire, si demain vous voulez créer des formations à distance, toujours en se disant, il faut anticiper un peu les projets et s'y investir. C'est pas parce qu'on a la meilleure plateforme que du coup on a les meilleures offres de formation. Il faut investir un peu dedans. Voilà ce que je peux dire. Merci pour cette présentation. Donc je me tourne vers la salle, voir s'il y a des questions, des demandes de compléments. Et donc au niveau de cette plateforme, qu'est-ce que vous avez déployé comme activité pédagogique pour engager concrètement les apprenants? Alors, c'est le contenu de la formation qui est engageant pour les élèves. Après, il n'y a pas de recette miracle. On peut leur mettre quelques récompenses comme des badges ou des certificats ou des taux de réussite de tests. Après,
C'est ça le travail aujourd'hui qui a été. Ce qui est le plus important, c'était de travailler sur la forme et le fond pour avoir pour avoir quelque chose qui soit lisible et captivant pour l'apprenant. Je pense que Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a des quiz? C'est un mélange de tout ça. Oui, tout à fait. C'est un mélange de tout ça. Tous les supports qui existent sont condensés à cet endroit-là. Et ce que j'allais juste rajouter, c'est que le travail qu'a fait Thomas et ses équipes, c'est de travailler justement sur une multitude d'activités qui permettent d'engager l'étudiant. Donc il y a plusieurs activités et qui sont mêlées pour que ça soit et interactif et de la lecture, etc. Et c'est ça qui fait l'engagement. Je pense que c'est le bon enchaînement entre les différentes activités. La diversité et la cohérence des activités les unes par rapport aux autres. Vous pouvez répéter votre question qui était intéressante sur la partie collaborative. Effectivement, avant Edunao, on avait lancé un MOOC. Je ne sais pas si les personnes Massive Open Online Courses. Voilà. Et un MOOC, par définition, c'est gratuit. Et donc là, on avait utilisé une plateforme qui s'appelait EDX à l'époque. C'est faire une solution, c'était autre chose encore. Et on avait mis ce système collaboratif partagé par rapport à des questions pédagogiques. Et là, on s'est aperçu que les personnes avaient des problématiques plus techniques. À 99%, c'était technique et pas du tout sur le contenu de formation. Donc nous, sur Edunao, on ne voulait pas le reproduire, ça. Il existe cette fonctionnalité qui est le forum. Nous, on ne voulait pas le reproduire parce que on sait pertinemment que les gens, c'était des problèmes de lecture, de navigateur, de mise à jour de leur ordinateur. C'est des problématiques personnelles que même OF, ou CFA, on n'est pas amené à répondre à leurs problématiques. Et donc on a simplement caché cette fonctionnalité parce qu'elle n'est pas pertinente. On n'est pas éduqué aujourd'hui à se dire je vais entraîner un autre apprenant. Peut-être que aujourd'hui, c'est pas dans notre modèle éducatif, il n'est pas fait comme ça. Merci. Bonjour, je suis ingénieure de formation dans un groupe multimétier. Et je voulais savoir, dans le cadre du parcours e-learning, avez-vous pensé, malgré l'autonomie, à un accompagnement des apprenants ? Alors oui, bien évidemment, sur les 100% e-learning, le truc c'est que l'accompagnement, l'effet volume d'élèves fait qu'on ne peut pas être derrière chaque personne individuellement. Ceci étant, on fait des points, on essaye de faire des points réguliers, un peu ouverts à tout le monde, en se disant si vous avez des problèmes que vous ne comprenez pas, c'est le moment de s'exprimer. Mais nous, nos formations, aujourd'hui, elles sont assez simples à comprendre. J'entends par là que c'est des formations passion, c'est des formations amenant des métiers. On ne forme pas des ingénieurs, on n'a pas encore cette prétention-là. On forme des gens à des formations qui sont assez simples à comprendre. C'est plutôt un travail structurel de pensée. Prends la formation de conseiller en sommellerie. Le niveau, c'est un niveau Bac+2, c'est un titre de niveau 5. Et donc, c'est une ressource d'information. Et cette ressource d'information, elle n'a pas vocation à se dire c'est compliqué à comprendre. Soit on la sait ou on la sait pas. C'est assez binaire. Alors nous, pour les suivre, on les suit pas vraiment, si ce n'est de temps en temps, on fait un point collectif. Mais voilà, tout le monde n'y vient pas. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Question, pardon, Marc, combien d'apprenants aujourd'hui sur cette filière du vin Alors, nous, c'est 3 secteurs d'activité, mais globalement, à aujourd'hui, sur la plateforme, il y a 1200 apprenants, 1200 utilisateurs. On peut les répartir en 2 catégories. Il y a tous ceux qui sont de l'hybride, ça représente à peu près 800 élèves. Et tous ceux qui sont en e-learning, ça fait à peu près 100% digital, ça fait à peu près 300 élèves, enfin 300 apprenants. Mais du coup, ce sont des périodes, donc ça se déporte. Et il y en a qui viennent s'inscrire et se désinscrire. Donc voilà, c'est une photographie à un moment donné. Globalement, actuellement en formation pure et dure, voilà, c'est les chiffres que je vous ai donnés. D'accord. Ma question, c'est en début de parcours, tant du côté des apprenants que du côté des équipes pédagogiques, est-ce qu'il y a un temps d'appropriation de la plateforme et surtout d'appropriation du nouveau rôle qu'on attend des apprenants qui vont être essentiellement
présents sur la plateforme et avec un accompagnement, je dirais, réparti différemment que dans du présentiel. Est-ce que vous faites un temps d'appropriation et de l'outil et de la modalité portée par l'outil? Alors, nous, on favorise les utilisateurs à, dans un premier temps, créer leur espace. Et après, c'est assez simple à comprendre en tant qu'utilisateur, un peu moins pour la partie admin, mais en tant qu'utilisateur, nous, on a créé une simple notice, mais il suffit de suivre les instructions et l'appropriation se fait à l'usage. C'est la réflexion. D'accord. Donc en fait, vous partez de l'idée qu'au début, ils vont se débrouiller par eux-mêmes et qu'ils vont eux-mêmes progresser pour utiliser la plateforme dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais sur un format très simple quand même à comprendre. Très bien. Est-ce que vous avez observé dans cette logique-là de l'entraide entre les apprenants? Est-ce que par exemple, ils ont construit des communautés Non. Non. Non, c'est pas notre modèle éducatif. On fait pas d'entraide aujourd'hui. Vous ne faites pas d'entraide, mais donc est-ce que vous avez des signaux qui vous permettent de dire que les apprenants ont créé des communautés sur LinkedIn, sur Facebook ou TikTok? Alors effectivement, mais ça c'est plus pour une vie de groupe, de classe tel qu'on pourrait le voir dans des CFA ou des OF. Ils sont leur propre groupe pour faire des travaux spécifiques ou de préparation d'examen ou autre. Mais ça, c'est indépendamment de la plateforme. Mais des 100% e-learning, non, il n'y a aucun, aucun partage. C'est pas de votre ressort, mais est-ce que ça existe et est-ce que vous... Non, pas à ma connaissance, ça n'existe pas. D'accord. Okay. Non, comme je vous le disais, le travail collaboratif, on l'a expérimenté plusieurs fois de différentes manières, alors via le MOOC, etc. Mais je trouve que c'est pas des supports où les personnes vont vraiment s'entraider, ils vont vraiment écrire. Les gens s'entraident plus par amitié ou relation, mais 100% digital. C'est un peu égoïste, chacun son problème. D'accord. Donc en fait, les apprenants sont plus en compétition les uns par rapport aux autres qu'en posture d'entraide? Je pense qu'ils sont plus en compétition avec eux-mêmes sur le fait d'apprendre le plus possible, plus qu'avec quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. Alors vous avez bien expliqué qu'il y a une montée en charge progressive de Moodle sur les données. Comment l'équipe pédagogique de votre organisme a progressé dans le repérage des ressources, l'adaptation des ressources pour créer des parcours, etc. Aujourd'hui, quel regard vous avez sur vos collègues des équipes pédagogiques qui sont à l'initiative de ces parcours et qui, j'imagine, font évoluer les parcours les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a une adhésion forte, faible? Oui, clairement. Aujourd'hui, on pourrait pas se passer de cette plateforme. On s'est intégré dans notre parcours, dans nos programmes. Cette plateforme est aujourd'hui indispensable. Du moins, ces fonctionnalités-là sont obligatoires. Nous, le travail et la discipline qu'on a mis en place depuis 2016, aujourd'hui, elle est ancrée. Et donc, les personnes sont habituées à se dire maintenant, je mets à jour cette ressource, je mets à jour ce contenu. Ouais, mais ça s'est fait avec le temps. Ça s'est pas fait. Donc, une montée progressive et cohérente. Donc, vous êtes. Oui, vous voulez ajouter Si je peux juste ajouter, en fait, l'accompagnement qu'on va apporter, il va être justement sur ces sujets-là. C'est de travailler sur l'adoption pour les concepteurs de contenu, donc à avoir un écosystème simple à utiliser, et sur l'engagement des apprenants. Et donc on essaie d'accompagner nos clients dans ces dimensions-là, dans des contextes particuliers, et pouvoir donner les outils pour les réaliser. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser le nombre de collègues qui travaillent au CAFA avec vous, et quel est le pourcentage des collègues qui maîtrisent Moodle par rapport à ceux qui n'utilisent pas Moodle? Alors, nous, on est parti du principe, c'était la première erreur qu'on a faite, puisqu'on n'est pas parfait, on a fait plein d'erreurs. Hein. Mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. Voilà, la première erreur qu'on a faite, c'était de se dire, j'ai un expert métier, et ensuite, j'ai une personne qui va transformer cet expert métier, le contenu de ce que l'expert métier a fait, pour le transposer sur Edunao. Et on s'est aperçu, on peut supprimer une étape, parce que transformer un contenu, il suffit simplement de l'écrire
de la manière dont la plateforme veut le recevoir. Donc, et Edunao fait en sorte que ce ne soit pas un langage codage informatique. Il ne faut pas avoir fait 10 ans d'études d'informatique pour comprendre comment ça fonctionne. Il suffit simplement de réfléchir à la plateforme et au langage qui est utilisé, mais ce n'est pas très compliqué. Et donc, nous, on a supprimé cette étape-là. Donc, on a formé les enseignants à l'utilisation de la plateforme. Ça a été le premier sujet. Et après, c'était... maintenant vous êtes autonome. Et donc là, pour répondre à votre question, aujourd'hui il y a une vingtaine d'enseignants, voire on a deux types d'enseignants, les enseignants vacataires et des enseignants titulaires. Donc une vingtaine d'enseignants titulaires, eux utilisent la plateforme au quotidien, et les vacataires qui interviennent ponctuellement ont un rôle un peu plus restreint sur la plateforme, mais peuvent mettre leurs cours sur la plateforme en toute autonomie. Et donc tout ce petit monde fait à peu près entre 80 100 personnes. Et ensuite, il y a, je dirais, 3 personnes un peu de l'administration qui pilotent, dont moi, qui pilotent un peu le truc en fonction des problématiques que les uns et les autres peuvent rencontrer. Mais voilà. D'accord. Très bien. Je me tourne vers l'assistance, voir s'il y a une dernière question ou une demande de précision sur cet usage progressif de Moodle pour accompagner des apprenants à distance. Peut-être vous êtes donc sur la région Nouvelle-Aquitaine et du coup l'usage de Moodle vous permet d'interpeller des apprenants d'autres régions, d'autres pays. Est-ce que cette dimension... Alors on est présent un peu à Paris aussi sur de la formation présentielle pure. Et ensuite, sur la partie 100% e-learning, on fait toute la France et les dom-tom. Donc j'ai des personnes qui étudient à La Réunion, à la Guadeloupe, principalement après toute la France, toutes les régions. Cet outil permet, enfin même on pourrait l'utiliser en Chine, au Japon, aux États-Unis, partout dans le monde. C'est Internet après. Et y compris la Belgique. Y compris la Belgique. Très bien. Le mot de la fin? Allez chez Edunao. Merci beaucoup à Thomas de son témoignage. Et merci à tous pour votre attention. P22, merci, on peut applaudir. Merci.